j'aime pas les sujets journalistiques qui réduisent la question de la dépression des jeunes aux réseaux sociaux. En mode, oh là là, c'est parce qu'elle a trop scrollé TikTok qu'elle s'est suicidée. T'es en mode, oui, mais pourquoi son algorithme lui a recommandé ça, tu vois? Genre, tu sais, il y a un peu un truc qui m'agace, mais du coup, je suis curieux parce que là, il y en a un nouveau qui est sorti par Ouest France. Ça fait un moment qu'on en a pas reparlé. Donc voilà, le robot a scrollé TikTok. Voici où l'algorithme l'a mené. En plus, il y avait déjà eu des articles, un peu après le Covid, de journalistes qui étaient en mode, je me suis créé un compte TikTok et j'ai scrollé jusqu'à trouver des trucs sur le suicide, etc. Et je crois qu'à l'époque, t'avais des gens qui avaient beaucoup remis en question la méthodologie de ce genre d'article et surtout, encore une fois, le côté sensationnaliste de panique morale de vos enfants se suicident pas parce qu'ils sont tristes, pas parce qu'il y a des violences autour d'eux, pas parce que la vie est déprimante, pas parce que la pression scolaire, pas parce que la France de Macron, etc. Mais vos enfants se suicident parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Du coup, il faut les interdire. Donc voilà. Et qui généralement vont soutenir des propositions de loi ultra conservatrices sur le contrôle des réseaux sociaux et sur notamment, typiquement, tout ce qui va soutenir les propositions autour du fait d'avoir besoin d'une carte d'identité et être majeur, en tout cas un contrôle d'âge sur les réseaux sociaux, qui a un vieux fantasme de contrôle des enfants et surtout qui a un prétexte en fait pour vendre massivement les données personnelles parce que déjà d'une, c'est pas des données qui sont sécurisées. Ça va pas empêcher les gosses d'aller sur internet, mais au contraire, ça va les faire qu'ils vont aller dans des endroits encore plus éloignés de la compréhension des parents, enfin bref, et des adultes. Et du coup, toute possibilité de prévention sera complètement impossible. Bref, c'est une dinguerie et c'est juste pour encore plus censurer les contenus sur les réseaux sociaux, quoi. Septembre 2021, à Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. Marie, 15 ans, met fin à ses jours. Après sa mort, sa mère fait ce que beaucoup de parents font dans ces moments-là. Elle cherche une explication. Alors, elle ouvre le téléphone de sa fille et très vite, elle tombe sur TikTok. Mais pas le TikTok qu'on imagine quand on pense à une adolescente de 15 ans. Pas de danse, pas de challenge, pas de blague. À la place, une succession presque infinie de vidéos sur le mal-être. Je sais pas, moi perso, quand je pense au TikTok d'une adolescente de 15 ans, je pense exactement à du contenu ultra dépressif, borderline anorexique. Enfin, genre, oui, c'est Internet en fait. Une adolescente à un âge où t'as beaucoup de complexes, où t'as une vie sociale compliquée, etc. Oui, non, les réseaux sociaux d'une fille de 15 ans, je me les imagine pas comme un truc tout gentil. Regardez, je fais mon make-up. Oui, à l'époque, c'était Tumblr, s'il vous plaît. Enfin, bref. Genre, désolé, mais oui, oh là là, une personne s'est suicidée, du coup, on va aller regarder ce qu'elle faisait. Oh là là, je suis sûr qu'à l'époque, les personnes qui se suicidaient, ils lisaient des trucs ultra déprimants, ils lisaient des romans où les gens se suicident et sont dépressifs, ils lisaient des poèmes, ils écoutaient de la musique triste, et oui, alors du coup, c'est quoi? C'est les poèmes et la musique triste qui font qu'ils se suicidaient. Bref, oui, les skyblogs à l'époque, genre juste rien n'a changé en fait. Et surtout, se concentrer uniquement une fois après le suicide, c'est déjà avoir un sacré biais en fait, parce que du coup, tu prends déjà quelqu'un qui statistiquement se situe hors de la norme, parce que spoiler alerte, toutes les adolescentes qui regardent du contenu déprimant et dépressif sur TikTok ne finissent pas par se suicider en fait. Des vidéos qui ressemblent parfois à des modes d'emploi. C'est beaucoup de la glamourisation du suicide, un côté très fun du suicide, avec des chansons, des lip-singing de chansons, etc. Ce que la mère de Marie a découvert. Waouh, ce serait vraiment triste quand même que les gamines, parce que là on parle de meufs en l'occurrence, mais je pense qu'il y a des mecs qui sont aussi concernés par ça, mais je pense que sur l'expression publique des sentiments suicidaires, dépressifs, on se trouve davantage des jeunes filles. Mais waouh, ce serait vraiment quand même fou que des personnes qui sont dépressives et suicidaires transforment leurs sentiments dans des représentations artistiques, culturelles et tout. Genre oui, les souffrances du jeune Werther, exactement. Genre désolé, Goethe, Poe, bref. Oui, glamorisation de la prostitution, glamorisation du suicide, glamorisation de la drogue. En fait, dès que des gens parlent de quelque chose, pas d'un point de vue de panique morale, mais simplement partagent leurs sentiments, en fait, juste. Tu sais, moi, ça me fait penser au débat sur l'incitation. À l'époque où il y avait les débats sur les distributeurs de capotes dans les lycées, on accusait les gens qui faisaient de la prévention contre les IST et contre le VIH-Sida, on les accusait de faire de l'incitation au sexe, et que du coup, si tu fais de la prévention, c'est quelque part de l'incitation. Et c'est comme ça que tout un pan de la prévention sur l'usage de drogue, et notamment sur la réduction des risques, est rendu de fait illégale, puisqu'elle est considérée comme de l'incitation. Mais en fait, désolé, les réseaux sociaux et le fait de partager ses pensées noires, ses pensées douloureuses, ses pensées suicidaires, c'est aussi une façon d'avoir accès aussi à de la prévention et de faire de la prévention et même de digérer et de process des sentiments que tu pourrais pas digérer process tout seul sans broyer du noir dans ton coin. Et les parents parlent pas assez avec leurs enfants ou ne les écoutent pas. Bah oui, il y a ça aussi quoi. Et même parfois les enfants ils font pas confiance à leurs parents et tu sais genre il y a un truc et parfois même c'est légitime, parfois juste c'est le côté jardin secret, tu vois. Mais tu sais c'est comme les parents qui veulent absolument regarder le journal intime de leur gosse, tu vois. T'es en mode non, il y a une raison pour laquelle c'est intime en fait, c'est aussi une façon d'apprendre à processer ses émotions et parfois en fait ça suffit pas et ça t'engraine dans le truc et puis voilà. Tu vois, genre, m'a envoyé chez des psychiatres en HP, ça m'a pas empêché de passer à l'acte. Bah oui. C'est le cas de Maëlle. À 14 ans, alors qu'elle reçoit son premier téléphone, elle installe l'application TikTok. Au début, l'algorithme lui propose des vidéos drôles, anodines. Puis son fil de publication devient saturé de contenu dépressif. De fil en aiguille, c'est parti dans des concours de qui allait le plus mal. Et tu vois, et ça typiquement, l'algorithme de TikTok, il est connu pour être
assez pointu. En vrai, c'est un des meilleurs algorithmes en termes de réseau social parce que en termes de recommandations, c'est l'algorithme probablement le plus pointu. Et avec un truc qui regarde combien de temps tu as regardé telle vidéo, est-ce que tu as interagi avec, etc. Donc oui, si tu regardes une vidéo de quelqu'un qui est en dépression, que tu mets un commentaire en mode soutien, etc., bah, l'algorithme va identifier que en fait, c'est un truc, ou alors si tu le regardes longtemps, enfin... Après, l'algorithme est devenu de plus en plus mauvais, en vrai de vrai. J'arrive pas à identifier, parce que moi, mon algorithme, il est resté très très cyclique avec les mêmes types de contenus, etc. Mais c'est vrai que j'ai vu des gens sur TikTok qui étaient en mode que leur algo était devenu merdique depuis le rachat, quoi. Depuis, une question obsède les victimes et leurs familles. Comment une adolescente peut-elle se retrouver enfermée dans ce type de contenu simplement en regardant des vidéos ? Mais déjà, en fait, posez-vous la question de pourquoi c'est des jeunes filles. Enfin, déjà d'une, pourquoi il y a un tel biais genré, par exemple, dans l'expression de la dépression et des envies suicidaires parmi la population adolescente. Pourquoi spécifiquement les femmes? Genre, je sais pas, genre peut-être posez-vous des questions autres que les gonzesses, elles sont sur leur téléphone. C'est tellement plus facile de faire fantasmer les parents sur des hypothétiques chinois qui entraînent leurs enfants au suicide par des algorithmes plutôt que les faire se remettre en question sur la manière de réagir aux mal-être de leurs enfants ou des questions plus systémiques. Ouais, je suis d'accord, hein. C'est l'algorithme qui décide. Chaque seconde, chaque swipe, chaque vidéo regardée jusqu'au bout change ce que vous verrez ensuite. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme est capable de vous montrer quand vous ne faites que scroller? Les mecs se font embarquer par les mascus tout aussi toxiques mais pas aussi direct. Oui, c'est vrai qu'un équivalent similaire, c'est les mecs incel, mascus, etc. Oui, c'est vrai que ça fait partie aussi des pipelines qui sont un peu plus des pipelines de radicalisation politique que les trucs sur le suicide, la dépression et tout. Mais c'est vrai que... Et puis TikTok, ça a toujours été un endroit où il y avait des discours fondamentaux. Même je me rappelle à l'époque, les gens qui disaient que ah là là, de plus en plus de gens se disent TDAH à cause de TikTok parce que t'as du mauvais contenu de vulgarisation de psychologie qui fait croire que tout le monde a un TDAH alors qu'en fait ils sont juste un peu distraits. Mais rien que ce discours-là qu'il y avait, en fait, oui, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de vulgarisation et de discours autour de la santé mentale sur TikTok. Parfois des contenus qui sont extrêmement mauvais et extrêmement même parfois inconséquents. Mais c'est aussi l'intérêt des réseaux sociaux, encore une fois, d'avoir un espace d'exploration de sa psyché. Et qu'est-ce qu'un meilleur espace d'exploration de sa psyché que littéralement toi devant ton téléphone livré à toi-même, tu vois, genre je sais pas. C'est vraiment l'introspection, quoi. Ce discours, il existe sur Tumblr, oui, en plus. Reflète simplement vos intérêts, ou est-ce qu'il peut, à force de recommandations, fabriquer un tunnel, une bulle, une obsession? On a donc décidé d'enquêter. Pas en utilisant nos propres comptes, parce que nous, humains, sommes pleins de biais. Oui, parce que c'est bien connu, les algorithmes n'ont aucun biais. C'est d'ailleurs bien connu que les gens qui étudient les intelligences artificielles, les algorithmes, etc., ils disent tous que vraiment, il n'y a aucun biais, il n'y a aucune intelligence artificielle qui est devenue fasciste. Genre, c'était vraiment genre... Nous, les humains, on a des biais, du coup, on va demander à un algorithme. Attends, ah non, en fait, les algorithmes, ils ont des biais, en fait, aussi. Genre, ça dépend de qui les code. Bref, on perturbe l'expérience. Alors, on a retiré l'humain de l'équation. Et on a construit ça. Je vous présente Camille. C'est un bras robotique créé par un ingénieur spécialement pour ce projet. Autant vous dire qu'on l'adore. Sa mission est super simple, elle doit regarder TikTok encore et encore, jour et nuit. Elle doit swiper, partager, liker une vidéo et recommencer. Mais du coup, comment on sait ce qu'elle like, ce qu'elle partage, etc. Genre, en fait, désolé, mais dans le protocole de ton étude, ton robot, il interagit avec des vidéos. L'interaction, c'est important pour construire l'algorithme. Donc, du coup, tu t'y mets un input humain. Par exemple, la meuf qui s'est retrouvée dans une bulle pro-suicide ou pro-anorexie sur TikTok, en fait, c'est aussi qu'elle a interagi et commenté des trucs. Donc, ça veut dire que ça a résonné avec des trucs qu'elle avait dans sa vie d'avant. Peut-être le fait que quand t'es une meuf, que t'es adolescente, que ton corps change, etc., du coup, t'as toute la grossophobie intériorisée qui revient, t'as toutes les normes de corporelles, t'as toutes les normes de genre, et qu'en fait, oui, c'est pas parce qu'on a découvert le féminisme sur Instagram que les jeunes filles en sont libérées, en fait. Bref, pardon. Pour piloter Camille, le service IA d'Ouest France a développé une interface capable d'analyser automatiquement chaque vidéo reçue. L'intelligence artificielle regarde l'image, analyse les métadonnées, puis elle prend une décision. Si la vidéo correspond au thème étudié, Camille la regarde entièrement 2 fois et la like. Notre idée, elle est en fait assez simple. Passer la construction d'un bras, d'une IA et d'une interface de programmation. On veut créer une vingtaine de comptes différents avec des centres d'intérêt spécifiques, tous pilotés par Camille. On aura un compte cuisine, un compte maquillage, mais aussi un compte masculiniste, un compte sur les troubles du comportement alimentaire et encore d'autres envoyés dans les zones les plus problématiques de la plateforme. Ainsi, on pourra collecter des données et observer, voir en fait jusqu'où l'algorithme est prêt à nous emmener. Pendant plusieurs semaines, Camille n'a jamais fermé l'œil. Elle a ingéré des milliers d'heures de vidéos. Déjà, ça, c'est pas ce que font les humains, déjà d'une. Mais du coup, ça veut dire qu'on va spécifiquement coder des trucs pour avoir des points d'intérêt spécifiques et on va voir comment la bulle de filtre se crée. En fait, oui, spoiler alert, oui, si tu biaises volontairement ton algorithme, il sera biaisé et tu auras ta bulle. En fait, parce que la question, je pense, en vrai, la question qui va se poser, c'est est-ce que le compte bouffe va rester un compte bouffe ou est-ce que ça va partir dans du trouble du comportement alimentaire, par exemple, tu vois? C'est une bonne question, en vrai. Chaque point que vous voyez, c'est une vidéo que TikTok a montré à notre robot. Une masse de contenu qui semble infinie. En blanc, le TikTok classique, humour, beauté, divertissement. En rose, les vidéos problématiques. Contenu complotiste, compte passerelle vers des contenus sexuels ou encore idéologiques. Et en rouge, les contenus qui enfreignent les règles de la plateforme, voire la loi française.
Discours haineux, romantisation extrême de la dépression, apologie des troubles alimentaires, et même des contenus pédocriminels. C'est simple, plus Camille likait la tristesse, plus TikTok lui servait du désespoir. Oui. Plus elle s'intéressait à la colère, Oui. plus la plateforme lui montrait de la haine. Oui. Nous avons envoyé un robot dans l'algorithme pour voir s'il pouvait en ressortir indemne. La réponse est ici. Bienvenue dans l'enfer de TikTok. Donc on a codé un algorithme dépressif pour liker du contenu dépressif sur TikTok et ouais, on a découvert que TikTok continuait de proposer du contenu dépressif. On a trouvé une fourchette dans la cuisine. C'est fou, hein? Bon, reprenons notre data visualisation. Ici, vous voyez les 9587 vidéos regardées par Camille. Les premiers comptes, témoins, nous ont permis d'affiner notre compréhension de l'algorithme. Car oui, avant de parler d'enfer, il faut comprendre la règle du jeu. En fait, TikTok ne fonctionne pas vraiment comme les autres réseaux sociaux. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour découvrir qu'il y a des boucles algorithmiques? Genre, il y a 36 000 articles qui sont sortis là-dessus, il y a 36 000... T'as pas besoin de faire ton robot codé sur ChatGPT, en fait. Tu peux très bien juste simplement, genre, lire les articles scientifiques qui sont sortis là-dessus, qui ont fait les mêmes protocoles. Oui, Instagram, c'est la même chose. Facebook, c'est la même chose, même si, bon, Facebook, ça n'existe plus. Twitter, c'est la même chose. Et en plus, alors, Twitter, il y a un biais supplémentaire, c'est un biais d'éditorialisation de la plateforme, où, bon, Twitter, le vrai problème de Twitter, c'est l'algorithme de recommandation est nul à chier, hein. Genre, en vrai de vrai, on va pas se mentir. Le problème de Twitter, c'est que t'as des tweets que tu veux pas voir sur ton truc. Mais genre, on a toujours su ça. Genre YouTube, l'algo de YouTube, toutes les vidéos qui ont été faites sur les pipelines de radicalisation d'extrême droite sur YouTube. Oui, ça en Big 2026, 10 ans après Cambridge Analytica, mais de fou. Mais et encore une fois, tu vois, et moi je vais sortir du truc de oh là là, mais quand même, ça on le sait depuis des années, parce que du coup la question, c'est quoi l'intérêt du journaliste de faire cette vidéo sur ce thème-là, sur des jeunes filles qui se suicident? Parce que quand même, tu pourrais le faire, enfin, et ça a été fait d'ailleurs, hein, sur les jeunes mecs qui deviennent des mascus et qui deviennent d'extrême droite. Tu peux le faire aussi, je sais pas, sur... En fait, t'es obligé de le faire sur un truc qui a créé une panique morale, parce que tu peux le faire sur la drogue, tu peux le faire sur le suicide, tu peux le faire sur... Mais tu sais, genre, tu peux pas le faire sur des gens en mode ah tiens, à force de regarder du contenu de bouffe, j'ai commencé à cuisiner. Tu sais, genre, tu sais, t'as même un truc de... En vrai, parce que souvent, on présente les bulles algorithmiques comme quelque chose de fondamentalement enfermant, comme de fondamentalement atroce. Mais en vrai, moi, j'ai un peu un principe de, bah, si ça existe, c'est aussi que des gens, ils trouvent des trucs positifs. Genre, le nombre de gens autour de moi, genre, je sais pas, avec mon frère, on s'envoie des TikTok d'autistes du café. Moi, je m'en fiche, mais je sais que mon frère, c'est un autiste du café et qu'il a une machine, il moule le grain lui-même avec différents types de finesse en fonction du type de café qu'il veut faire. Du coup, à chaque fois, je lui envoie des TikTok de gens qui font du café de façon un peu bizarre. Et du coup, on se marre là-dessus. Mais du coup, ça a fait aussi que, bah, en fait, à force de regarder ces genres de trucs, bah, du coup, bah, mon frère, il fait le meilleur café du monde grâce à TikTok. Tu vois, genre, tu sais, t'as aussi un truc où la bulle algorithmique n'est pas forcément non plus un enfer, tu vois. Oui, et puis les journalistes, parlons-en de la bulle algorithmique que des journalistes, je suis totalement d'accord. Les journalistes qui sont sur Twitter toute la journée. Et en plus, le pire, c'est que c'est même pas une bulle algorithmique comme TikTok. C'est vraiment une bulle, bref. Vous n'allez pas chercher du contenu, c'est lui qui vient à vous. La fameuse page pour toi. Un flux vertical, infini, hypnotique, que tout le monde a tenté d'imiter sans jamais vraiment reproduire sa capacité à capter l'attention. Une vidéo, puis une autre, et à chaque mouvement de pouce, à chaque hésitation, à chaque seconde passée sur l'écran, quelque chose est enregistré. L'algorithme ne mesure pas seulement vos likes ou vos commentaires, il regarde surtout combien de temps vous restez. Depuis Facebook. À l'époque, sur Facebook, il y avait un add-on que tu pouvais télécharger, qui avait été développé par des libristes un peu. Et c'était un add-on que tu pouvais rajouter sur Chrome ou je sais pas, j'étais sur Firefox à l'époque, qui regardait ton feed Facebook de la même façon que Facebook le regardait. Et du coup, après, t'allais sur le add-on, tu cliquais dessus et tu regardais les informations que Facebook avait collectées sur toi. Donc, par exemple, je restais longtemps, par exemple, sur du contenu politique et donc ça me disait que bah du coup, je regardais du contenu politique plutôt à gauche, type Mélenchon, etc., 2017 et tout. Donc tu sais, genre t'as des trucs où genre ça a déjà été fait à l'époque sur Facebook. T'avais déjà des trucs un peu genre éducatifs qui te montraient comment le réseau social compte le nombre de temps que tu passes sur telle publication. Et en fait, ça t'entraîne à comprendre que l'algorithme, c'est pas non plus une force qui s'impose à toi, c'est aussi quelque chose qui collecte des données sur ton comportement et que si tu modifies ton comportement, tu peux aussi contrer les effets involontaires qu'il y a, etc. Enfin, tu vois, ça, l'algorithme Maxime, tu vois. Mais genre, en fait, mais il y a aussi un truc éducatif de ça t'apprend tout ce que West France est en train de nous dire. Et en vrai, j'ai pas envie d'être en mode, ça on le sait depuis des années, parce que c'est aussi le rôle des journalistes de rabâcher les informations, tu vois. En vrai de vrai, la personne qui va avoir passé cette vidéo, elle aura pas fait partie des 100 personnes à avoir téléchargé la donne dont je vous parle à l'époque de Facebook. Et elle aura pas vu les contenus à l'époque du Covid sur les algorithmes. Alors du coup, elle va découvrir ce genre de trucs, tu vois. Donc c'est important. Mais du coup, là, ça pose la question de l'éducation générale aux médias et aux réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire que maintenant, l'éducation aux réseaux sociaux, c'est nous dire attention, c'est dangereux, au lieu de nous expliquer, bah voilà, l'algorithme, il regarde combien de temps vous passez sur les trucs, voilà comment vous pouvez contre-traiter votre algorithme, enfin voilà, quoi, je sais pas. Voilà. Si vous la regardez 2 fois, c'est un signal très fort.
Si vous la swipez immédiatement, c'est un rejet. En réalité, le vrai bouton j'aime, c'est votre attention. Bon, ça, c'est la théorie, mais il fallait qu'on essaye. Wistiti62, notre premier compte testant le fonctionnement de l'algorithme, et devinez quoi, il est fan de conseils make-up. Enfin, sur le papier. Dans les faits, c'est évidemment notre IA qui est paramétrée pour cela, mais vous m'avez compris. Pendant 3h21, Wistiti62 va donc scroller sans cesse, à la recherche de conseils beauté, de routine skincare, ou encore de tutos lissage de cheveux. Voici l'intégralité des vidéos qu'il a regardées. Il y en a 163 en tout. Lors des premières minutes, le feed est chaotique. Cuisine, humour, sport, beauté, animaux, un mélange sans logique apparente, comme si la plateforme Oui, mais sauf que, encore une fois, le protocole est flingué au sol. Parce qu'une vraie personne qui kiffe le make-up, quand elle va voir un contenu un peu plus lifestyle, beauté, un contenu, je sais pas, bouffe, mais présenté de façon un peu clean, bah elle va le regarder aussi. Enfin, tu sais, genre, il y a aussi un truc de personne n'est monomaniaque. Enfin, si, il y en a qui sont monomaniaques, mais ça s'appelle l'autisme. Ça, c'est autre chose encore. Mais justement, l'intérêt de l'algorithme TikTok, c'est qu'il interagit avec des humains. Ça devient pervers. Des fois, tu te forces à pas liker un truc que t'aimes bien, mais que t'as pas envie de voir flotter ta timeline. Comprenez bien que l'outil n'est plus un outil. Vous défendez un truc pervers parce que ça vous distrait et vous conforte dans l'illusion de votre libre arbitre, mais c'est bon, on sait que c'est de la merde, que votre cerveau est grignoté pour vos datas et votre engagement. Non mais bien sûr, l'algo te rend monomaniaque, bah pas forcément. Quitte à être dans un monde de merde grignoté par les algorithmes, je sais pas, en fait, tu peux pas avoir une réponse qui est celle de la sécession pure, quoi. Je veux dire par rapport au public général. Ça, c'est ce qu'on appelle le cold start, une phase où TikTok ne sait pas encore qui vous êtes et envoie des contenus dans toutes les directions en attendant une réaction. C'est une sorte d'échantillon aléatoire, comme si la plateforme tâtonnait dans le noir. Puis, Wistiti62 tombe sur une vidéo. Routine du dimanche pour cheveux bouclés. Notre IA la reconnaît, transmet le message à Camille, qui visionne la vidéo 2 fois. Et là, sans que rien ne paraisse spectaculaire à l'œil nu, la trajectoire commence à se déplacer. Et 30 vidéos plus tard, les animaux ont presque disparu. Les blagues deviennent extrêmement rares, le sport s'efface, et ce qui devait arriver arriva au bout d'une centaine de vidéos. Le fil est presque entièrement composé de contenu beauté. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça montre que tu peux entraîner ton algorithme. Du coup, ça montre que tu peux avoir de la gentilité sur ton algorithme. Tu sais, genre, c'est un truc. Donc, ça montre, pour revenir à l'exemple de la meuf qui s'est suicidée, qu'elle s'est pas suicidée parce que TikTok lui a appris à se suicider. Et qu'avant, elle allait très bien, que tout allait bien, que ça a été une tempête dans un ciel bleu. On recommence avec un autre compte, Van56, fan de cuisine cette fois-ci. Alors, on reprend exactement le même protocole, et en moins de 2 heures, le fil est entièrement transformé. À la fin, 6 vidéos sur 10 sont culinaires. Alors vous l'imaginez bien, ça n'est pas un bug. C'est même le cœur du modèle. TikTok ne cherche pas à élargir vos centres d'intérêt, il cherche à maximiser la probabilité que vous restiez. Et pour ça, il amplifie ce qui fonctionne déjà. En fait, plus le signal est clair, plus la réponse est intense, plus l'intention est stable, plus la recommandation devient homogène. Sur nos comptes tests, il a fallu en moyenne moins d'une centaine d'interactions pour que le fil devienne homogène. Et jusque-là, tout semble inoffensif. Après tout, si vous aimez la cuisine, quel est le problème d'avoir plus de recettes? Mais une question commence à se poser. Si l'algorithme renforce aussi efficacement un intérêt neutre, que se passe-t-il quand l'intérêt est idéologique ou extrême, ou que vous êtes en situation d'instabilité? C'est là que notre expérience change de nature, et que la descente aux enfers commence vraiment. En fait, parce que je vois l'angle de, pour les personnes qui sont déjà dans un mal-être, il y a un truc de prévention à avoir sur l'usage des réseaux sociaux, en termes de réduction du risque suicidaire, en termes de gestion, mais en fait, ça veut dire une prise en charge psychologique aussi de la personne. Ça veut dire une prise en charge par son environnement, par ses proches, etc. Genre, oui, le terme idéologique, bref. Moi, mon algo TikTok, il est très idéologique, il n'y a que des gauchistes états-uniens dessus. Bah oui, ok, est-ce que c'est un problème? Jusqu'ici, j'ai pas eu de TikTok de gens qui proposaient de faire des attentats. Hein. Colibri Doré a 23 ans. C'est un compte un peu particulier. Contrairement au précédent, il ne sert pas vraiment à comprendre comment fonctionne TikTok, mais à simuler un comportement. Celui d'un utilisateur qui s'intéresse à un type de contenu bien précis, ici, les contenus masculinistes. Des vidéos qui affirment qu'il existerait une hiérarchie naturelle entre les hommes et les femmes, qui présentent les hommes comme victimes des féministes, et qui s'appuient sur des concepts comme la red pill ou l'hypergamie. Avant même de lancer le robot, Colibri Doré a visionné une dizaine de vidéos masculinistes. Pas pour fausser le résultat, mais pour donner à l'algorithme un point de départ clair et voir jusqu'où il est prêt à aller. Le TikTok de mon neveu, c'est que des masques horribles. Ah ouais, peut-être que ton neveu est un petit peu un masque horrible, tu vois. Genre, tu sais, t'as un peu un truc. Après, je sais que, en fait, à chaque fois, quand on parle des jeunes et des enfants, on part du principe qu'ils ont un cerveau vierge de toute influence et ils se font entièrement influencer par leur entourage, etc. Et qu'en fait, ils sont un réceptacle de tous les maux de la société. Il y a un petit peu de ça, mais dans ce cas, c'est pas que les réseaux sociaux, tu vois. Genre, ton neveu, c'est un mec, quoi. Il est prêt à aller. Alors là, contrairement au compte précédent, il n'y a presque pas eu de phase d'hésitation. Pas de chaos initial, pas de mélange. On ne voit pas apparaître progressivement les concepts, ils sont déjà là. Et bah ça y est, c'est la 5e vidéo regardée par Camille et on a déjà un condensé de termes masculinistes. Une sorte de bingo dans cette vidéo. Elle parle de rétention séminale. Quelques vidéos plus tard, le vocabulaire se précise. On parle d'hypergamie, une théorie qui explique que les femmes choisiraient toujours les hommes les plus dominants, que ce serait une forme de logique naturelle, presque biologique. En moins d'une quinzaine de vidéos, les principaux concepts se sont déjà tous installés.
Ou voilà une vidéo qui traite les femmes de manipulatrices, là une vidéo qui explique que les hommes sont devenus faibles à cause du féminisme. Pour moi, ce qui est presque plus intéressant là-dedans, et je me demande s'il va l'aborder, c'est la disponibilité des vidéos. Et parce qu'en fait, TikTok, ça te donne l'impression que le nombre de vidéos sur la plateforme est en quantité infinie, alors que bah non, ça reste comment on dit, du user-generated content, c'est du contenu généré par les utilisateurs. Ça veut dire que par exemple, moi, dans ma bulle de gauchistes états-uniens, à un moment, tu fais le tour des gauchistes états-uniens. T'en as pas 36 000. Mais par contre, ce qui est intéressant pour le contenu d'extrême droite, c'est les fermes de contenu en intelligence artificielle, où là, t'as beaucoup de trucs qui vont justement remplir ce côté infini de la plateforme, parce que les gens qui vont avoir un intérêt politique à remplir la plateforme de contenu masculiniste, d'extrême droite, etc., eux vont te donner accès à ce contenu infini et te faire rentrer perpétuellement dans le rabbit hole, etc. Là où dans des contenus de gauche, tu vas avoir beaucoup moins ça parce que le slop IA est beaucoup moins présent, voire quasiment absent. Et du coup, tu vas généralement tourner autour de comptes assez similaires et tu vas assez vite faire le tour du truc. Et souvent, une fois que tu as fait le tour d'une bulle algorithmique, tu te mets à avoir de la réflexivité dessus, tu vois. Tu te mets à être en mode, oui, bon, ok, d'accord, ça j'ai déjà entendu. Bon, ce truc-là, c'est pas nouveau, mais je trouve qu'en fait, il pourrait y avoir une critique. Et en fait, c'est là aussi où tu peux penser contre ta propre bulle. Alors que par contre, quand le contenu reste infini à jamais et qu'en fait, à chaque fois, c'est des nouveaux comptes qui proposent plein de nouveaux contenus générés par IA, etc., bah en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, tu vois. Je me demande s'ils vont parler de la disponibilité de contenu. Parce que je pense que ça joue un rôle aussi dans la radicalisation. Même pas tellement dans une montée en puissance, on est dans une sorte de stabilité immédiate. Toutes les vidéos se ressemblent un peu, on a à peu près tout le temps les mêmes utilisateurs, les mêmes personnes qui parlent, le même décor. Il y a autre chose qui est tout le temps un peu similaire. Avant même l'IA, il y a des gens qui payent des clippers aussi pour flotter Internet. Oui, les clippers, oui, bah, typiquement les clips de claviculaire, etc. de fou. T'as vraiment beaucoup de gens qui ont des stratégies vraiment de conquête de réseaux sociaux, où genre c'est des clips à l'infini, etc. T'as beaucoup moins ça à gauche. Sur les 114 vidéos regardées par Colibri Doré, seules 3 proposent une lecture critique du masculinisme ou de ses théories. Camille est dans un environnement dans lequel une seule vision du monde devient dominante, non pas parce qu'elle est imposée explicitement, mais parce que toutes les alternatives ont disparu. Mais tu vois, ça pareil, et encore une fois, la limite de ce protocole par intelligence artificielle, c'est l'intervention humaine. C'est qu'en fait, il y a des gens qui ont été déradicalisés des pipelines masculinistes, par exemple, qui en sont sortis, qui à un moment se sont dit, vas-y, je me rends compte que je suis trop malheureux, et c'est pas une façon de voir le monde. Et ça, c'est le truc que, bon, évidemment, forcément, le protocole de test fait par Ouest France va pas prédire entièrement un comportement humain, etc. Et c'est pas avec des IA qu'on peut prédire des comportements humains. Mais je trouve que ce serait intéressant, par exemple. Ce qui serait intéressant, par exemple, c'est de simuler une intervention extérieure, tu vois. Simuler un infléchissement. C'est-à-dire que, est-ce qu'une fois que tu as ta bulle de filtre constituée dans les trucs masculinistes, si tu simules une intervention extérieure ou une intervention individuelle personnelle de quelqu'un qui est dans ses contenus masculinistes et qui commence à être en mode, bon, enfin, j'en ai fait un peu le tour, ça m'a l'air un petit peu triste tout ça, est-ce que quand même il n'y a pas des limites à ça, est-ce que c'est pas un peu triste sur la vision des femmes, parce que quand même l'amour, etc. Tu vois, genre quelqu'un qui commence à se dire, bon, en vrai, ça commence un petit peu à me gêner. Et est-ce que si tu simules un truc où il se met, par exemple, le peu de vidéos un peu critiques, si tu commences à mettre plus de vues sur ces vidéos-là, pas de like et d'engagement, ou alors même peut-être de l'engagement avant pour troller les féministes, tu vois, genre, est-ce que l'engagement pour troller les féministes, ça fait que tu vas avoir plus de contenu qui va te questionner, et à la fin, est-ce que tu peux simuler aussi cette déradicalisation dans l'algorithme? Ils oublient un gros facteur, le partage de TikTok qui viennent de tes potes. Oui, il y a ça aussi. Capable de conscientiser le malheur, c'est une galère. Non, mais bien sûr. Mais en fait, la question, c'est est-ce que si tu as une possibilité extérieure par tes amis, t'as des gens qui questionnent ton truc et que tu commences dans ton comportement sur TikTok à t'intéresser à autre chose, est-ce que TikTok te maintient dans cette bulle une fois qu'il a décidé que t'étais mascu? Ou alors est-ce que l'algorithme est complètement adaptable et que même dans une bulle, bah, si tu essayes de t'en dégager, tu vas pouvoir aussi t'en dégager? Tu vois, c'est ça la question que je me pose. Et en vrai, je pense, mon intuition, c'est que oui, c'est que tu peux recoder ton algorithme même une fois que t'as été dans une bulle de filtre. Mais je trouve que ça donnerait, je sais pas, quelque chose d'un peu plus positif à cette enquête. Genre ça montrerait aussi que, outre, parce qu'en fait à chaque fois ces enquêtes c'est en mode à chaque fois ça te simule toujours une descente aux enfers. Mais en fait montrer aussi que la descente aux enfers n'est aussi proportionnelle qu'à une absence d'intervention extérieure ou qu'à une absence de modification de l'environnement, du comportement, et qu'en fait la pipeline inverse est aussi possible. Jamais il te proposera un contenu profane pour équilibrer, jamais. Non, mais quand t'es dans une bulle de filtre complètement masculiniste, il va peut-être te proposer un contenu de quelqu'un qui est pas incel black pill, mais qui est plutôt MGTOW, tu vois, qui est plutôt MGTOW, plus que par exemple, si t'es dans une logique de black pill, c'est vraiment le contenu incel en mode suicide-toi, tu es biologiquement inférieur, etc., tous les trucs comme ça. Bah genre, le mec qui est en black pill dans ce truc de suicide, il va peut-être commencer à regarder quelqu'un qui est un peu plus en mode femme traditionnelle et avec un modèle de couple et donc qui donne un truc d'espoir, et à partir de là, trouver des contenus qui critiquent ça, tu vois, genre c'est plutôt par là, c'est par capillarité, quoi. Ce qui est arrivé sur
Sur notre compte Mascule, on l'a également trouvé chez Souris dans la jungle. une adepte de théories conspirationnistes et qui s'est retrouvée dans une bulle de filtre assez particulière sur les Tartariens. Au final, sur les 459 vidéos regardées par Souris dans la jungle, 283 étaient des théories complotistes. Bon, on pourrait presque s'arrêter là. Ce qu'on observe, ce sont des bulles, des environnements fermés, parfois biaisés, parfois très contestables. En fait, je viens de capter un truc, jamais ils te testent les algos Facebook qui déversent des contenus d'extrême droite. Bah en fait, ça oui. En fait, souvent, j'ai l'impression qu'il y a deux grandes thématiques quand on parle des algorithmes des réseaux sociaux. T'as d'un côté les réseaux sociaux qui ont clairement une balance idéologique comme Facebook ou comme Twitter, et t'as les réseaux sociaux qui sont complètement caméléons comme TikTok. Et souvent, la panique morale se repose davantage sur TikTok, le réseau social caméléon, que sur Facebook, alors qu'il est en train de radicaliser vos grands-parents, quoi. Mais parce que les jeunes sont la matrice parfaite de la panique morale. Et que parce que les jeunes, on leur prête une absence totale d'agentivité et de réflexivité sur ce qu'ils font. Là où les vieux, on se dit, oh, c'est des adultes, ils font ce qu'ils veulent, quoi. L'algo Facebook est tout en temps néfaste dans ma famille. Ma tante a été détruite par les contenus sur le deuil au décès de mon cousin. Oui, bah oui. Mais non, mais c'est les jeunes. Nous avons commencé avec un premier compte qui s'appelle Élan tropical. On l'a paramétré pour qu'il interagisse avec des vidéos romantisant ou valorisant les troubles du comportement alimentaire. Ok, bah écoutez, c'est la première vidéo et on est déjà dans le thème. Là, on voit des vidéos de chanteuses de K-pop et un message: imaginez que vous puissiez porter tous les vêtements de vos rêves sans craindre qu'ils ne vous aillent pas. En fait, dans l'industrie de la K-pop, le poids est millimétré. On estime que c'est la taille du modèle moins 120. Pour une personne d'1m65, ça fait 45 kg. Ça, c'est le modèle qui est proposé par la plateforme. La seconde vidéo est l'une du Cold Start, la troisième présente une silhouette très mince, dansant avec les tags K-pop, et la quatrième est une femme extrêmement maigre au visage flouté. Le compte s'appelle Skeletona, ou Squelette en français. Sur celle-là, on voit une chanteuse de K-pop qui danse avec le hashtag weight loss, perte de poids. Oui, donc les industries culturelles qui vantent la maigreur sont main dans la main avec une idéologie favorisant l'anorexie. C'est pas TikTok, c'est le patriarcat. Genre, tu sais, ça, c'est vraiment. Enfin, Oui, mais c'est ça part du mainstream. Ça part du mainstream, ça part de l'environnement social. Et l'environnement social, il existe dans un contexte. Oui. Si on va regarder dans les commentaires, on peut lire des messages comme « Je fais 70 kg et je ne mange qu'une fois par jour, comment perdre du poids ?» ou encore « Je suis ici pour de la toxic motivation, pour de la motivation malsaine ». Les réponses à ces commentaires sont plutôt glaçants. Ils conseillent de mâcher des chewing-gums pour calmer la faim, d'essayer le jeûne, etc. Le terme toxic motivation va souvent revenir sur ce compte. C'est un comportement qui s'associe au développement personnel, mais qui pousse en réalité des comportements malsains. Vous voulez des exemples? Eh bien cette vidéo qui prend encore une fois comme modèle les stars de la K-pop et qui écrit « Yeah, keep on starving », autrement dit « Continue à t'affamer ». Ou celle-là qui montre des verres d'eau avec des glaçons, et le message « Ne mange pas ». Sur Tumblr aussi à l'époque, il y en avait plein comme ça. C'est littéralement Ariana Grande avait un blog Tumblr pro-anorexie. On appelle ça le pro-ana. J'allais dire, j'ai dit pro-ana. Mais genre, Ariana Grande avait un blog pro-ana sur Tumblr à l'époque. Ce n'est pas nouveau. L'Ozempic, toutes les célébrités qui ont perdu du poids en très peu de temps avec l'Ozempic. Le tour de promotion de Wicked avec Ariana Grande et Cynthia Erivo qui étaient dans une concurrence traumatique de leur anorexie. Ça a aussi été important. Genre, tu sais, mais t'as un truc de, encore une fois, est-ce que le problème c'est TikTok ou est-ce que le problème c'est qu'on a des putains d'industries culturelles qui glorifient, plutôt, il y a la glorification de la maigreur et il y a aussi la démonisation du poids, de la grosseur, le contrôle permanent du corps des femmes, etc. Et aussi c'est une forme de... en fait, c'est bizarre à dire comme ça, mais pour beaucoup de personnes qui sont dans ces communautés pro-ana, etc., le fait de s'affamer, de contrôler son corps, etc., c'est aussi une façon de contrôler la seule chose qu'elles ont la sensation de contrôler. Parce que au-delà de ça, leur vie est un bordel, leur vie familiale est violente, ou alors tout simplement juste être une meuf. Être une meuf adolescente, pardon, désolé, j'en ai été une, je sais, mais bon. My Pro Ana, c'était un site américain, donc bon, oui, bah. En fait, comment dire, je vais arrêter de critiquer la vidéo 2 secondes, parce que je comprends que on montre... Je suis sûr que le journaliste, il me dirait, non, mais je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, le problème, c'est l'entourage social, etc. Les réseaux sociaux ne font que refléter des trucs, mais par contre, les algorithmes vont renforcer les comportements, ils vont encore plus les encourager, ils vont te mettre au contact de personnes que si t'étais toute seule dans ton coin à complexé sur ton corps dans ta ville de province, t'aurais peut-être pas croisé, et ces gens-là t'auraient peut-être pas forcément encouragé. Je suis d'accord sur l'inquiétude liée au fait que rencontrer des gens qui sont dans la même boucle que toi, ça va encore plus baisser tes barrières vis-à-vis de la prévention qu'il peut y avoir contre, là en l'occurrence on parle d'anorexie, mais je pense aussi au suicide, etc. Mais c'est sous-estimer aussi la capacité des gens aussi à s'isoler, quoi, et à atteindre les conclusions tout seul, quoi, je sais pas. Un truc qui fait une vidéo qui démonise les réseaux sociaux alors que
problème, c'est la société. Bah, en fait, c'est ça, c'est que du coup, le focus sur TikTok fait que, ok, si ça, le problème, c'est que c'est une caisse de résonance, dans ce cas, elle résonne quoi? Quel bruit elle résonne et qui produit ce bruit, quoi? Les sphères pro-anal les plus big que j'ai connues, c'est littéralement Instagram. Oui, mais même, genre, à l'ancienne, les défilés de mode. Tout le monde de la mode, la fascination pour les mannequins, les trucs comme ça, etc. La starification des mannequins. Dans le début des années 2000, bah, c'était une des plus grosses caisses de résonance pro-anorexie, quoi. America's Next Top Model a été une diffusion des normes corporelles complètement délétères, quoi. Honnêtement, jusqu'ici, c'est de loin le compte le plus déprimant qu'on ait fait. D'abord parce qu'on voit des vidéos de corps décharnés quasiment toutes les 2 vidéos, Merci, mais aussi parce qu'on sent vraiment les effets de la bulle de filtre. En regardant les vidéos de ce compte, mon monde, il s'est vraiment réduit à la maigreur et aux messages qui me conseillent de m'affamer. D'ailleurs, il y a une sorte de fausse bienveillance qui rend un peu fou et qui crée une sorte de sentiment d'appartenance à une communauté. Quand j'étais au collège ou lycée, j'avais une camarade de classe qui s'est retrouvée hospitalisée parce qu'elle était dans une situation d'amaigrissement assez vénère, etc. C'était la seule anorexique, entre guillemets, de l'école, du collège, je crois que c'était début de lycée, je crois. Il n'y avait pas dans son entourage, j'imagine qu'elle devait aller sur Tumblr, tu vois. Mais c'est pas comme si elle avait un entourage qui l'encourageait, etc. Mais par contre, elle était entourée de potes qui avaient les mêmes complexes sur leur poids parce qu'elles consommaient les mêmes industries culturelles, qu'elles passaient toutes par la même adolescente, qu'elles avaient toutes le même regard des mecs sur elles, etc., etc., quoi. Donc, même si dans sa vie quotidienne, elle n'était pas renforcée par un algorithme TikTok permanent, bah en fait, elle continuait d'être renforcée par le dégoût d'un corps gros, d'un corps qui puisse être trop... Ouais, ça a toujours été le cas. En gros, les réseaux sociaux rendent ça plus facile. Oui. Non, j'imagine. En fait, moi, je veux bien souscrire au truc de ça a empiré, c'est pire. Mais du coup, je trouve que ça appauvrit l'enjeu de le prendre uniquement par l'angle du réseau social. Est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est plus facile à constater maintenant? Bah, bonne question. En vrai, non, parce qu'on peut dire, je sais pas, dans les années 80, on peut dire aussi que c'était les industries culturelles, mais que tout le monde n'était pas... Non, je pense quand même qu'en quantité, c'est plus. C'est pas un rapport au beau, l'anorexie, par contre. Non, c'est plutôt un rapport à... Après, je pense que ça dépend beaucoup, parce que je sais qu'à chaque fois, quand je regardais des témoignages, il y avait les personnes reportaient des motivations différentes à chaque fois. T'en avais certaines, c'était plutôt la hantise d'être grosse. D'autres, c'était vraiment un truc de surcontrôle de leur corps, le truc que je citais tout à l'heure, tu vois, le truc de, bah en fait, je contrôle rien dans ma vie. Donc au moins ça me rassure d'avoir un contrôle sur ça, tu vois, genre, tu sais, un truc comme ça. Enfin, en vrai, c'est assez plurifactoriel. Mais oui, c'est clair que les personnes qui sont dans des états de maigreur et d'anorexie absolue, c'est pas poursuivre l'idéal d'un corps parfait. Ou alors peut-être la poursuite de l'idéal du corps parfait peut t'amener du coup à d'autres trucs. Mais après, bon, bref. Et Modem en parlera mieux que moi là-dessus. Donc le truc du contrôle, souvent ça peut être un rapport à figer dans l'enfance, un rapport au dégoût aussi, se rendre dégueu pour pas être regardé. Ouais. Contre l'anorexie, c'est automatiquement encore mec. Non, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il peut y avoir des personnes obèses anorexiques par exemple. L'anorexie, c'est lié au comportement alimentaire, etc. Mais la figure de la personne émaciée n'est pas l'unique figure existante de l'anorexie. Ça oui. Sur les 245 vidéos regardées par Hello Tropical, 159 étaient des vidéos romantisant ou faisant l'apologie des troubles du comportement alimentaire. À la fin de l'expérimentation du compte, plus de 7 vidéos sur 10 étaient des vidéos qui parlaient de TCA. Et au total, une seule vidéo s'inscrivait en critique de ce mouvement. Ce qu'on a fait ici, on a voulu le reproduire sur une autre catégorie qui est censée être interdite par TikTok. Les contenus promouvant, exposant ou partageant des projets d'automutilation et de suicide. Bon bah c'est la deuxième vidéo et je pense qu'on y est déjà. C'est une jeune femme qui se balade dans une esthétique un peu grisée et sur l'écran il y a écrit ce que ça fait de savoir que ce sont probablement mes dernières semaines. Bah, je sais pas quoi vous dire de plus, si peut-être que c'est pas présenté comme choquant mais presque comme quelque chose de beau. On voit des images floues, des couleurs désaturées, des textes courts, enfin bref c'est un peu la tristesse comme identité ou comme sentiment d'appartenance. Bon, je vais pas vous montrer les vidéos qu'on a découvertes parce qu'elles sont choquantes. La 13e vidéo nous apprend à faire un nœud coulant, la 4e et la 15e parlent de scarification, et ainsi de suite. On voit des rasoirs, des cicatrices, des textes parlant de suicide, des messages qui sont criants de solitude. Encore une fois, c'est du user... Déjà, oui, esthétiser le mal-être. Bon, après, le bail de nœud coulant, etc., là, t'arrives à un truc encore plus gros, tu vois. Mais je reviens sur ce que je disais sur le user-generated content, le contenu généré par l'utilisateur. C'est aussi des personnes qui font des TikTok sur leurs envies suicidaires. Donc, tu sais, t'as aussi un truc de, quel est leur besoin aussi à elles d'exprimer le truc. Enfin, tu sais, il y a... Ouais, bro, just find out about dépression. Oui, c'est ça, oui. Les 323 vidéos regardées par ce compte, 156 étaient des vidéos qui promeuvaient soit l'automutilation, soit le suicide. Et comme pour le compte TCA, une seule vidéo proposait une aide réelle,
une seule, proposer un message de prévention. Un côté cope aussi, ouais, et même parfois t'as des personnes qui font ces TikTok pour ne pas se flinguer justement. Genre donc c'est aussi le truc de parler et produire des trucs là-dessus pour mettre à distance la pensée. Alors oui évidemment ça se retrouve sur les plateformes et d'autres peuvent regarder ça en le prenant premier degré etc. en n'ayant pas ce recul là. Mais spoiler alert c'est pas ça qui va les faire passer à l'acte quoi. Oui et puis faire communauté bien sûr c'est ce que j'avais dit au début. C'est aussi le besoin juste de pas se sentir seul, de pas se sentir, enfin voilà quoi. Je pense que sur ces questions-là, on a un peu atteint notre maximum. On a prouvé, et sans aucune difficulté, que notre robot était en capacité de regarder des vidéos qui contrevenaient aux règles d'utilisation de TikTok. On a également montré que la modération de TikTok, elle était clairement défaillante à supprimer ces contenus-là, et ce de manière systémique, puisqu'on a trouvé des vidéos contrevenantes qui avaient été postées il y a plus de 3 ans. Bah oui, parce que la plupart de la modération, c'est quand les gens se font report. Et en fait, quand tu rencontres ce genre de contenu sur TikTok, c'est aussi parce que tu les cherches. Et donc, tu vas pas les report. Genre, c'est aussi le fait que, encore une fois, le user-generated content, le user-generated modération, bah oui, tout le contenu sur TikTok ne peut pas être modéré, à moins d'être envoyé et sous-traité dans des pays du Sud avec des travailleurs qui sont obligés de se taper ce genre de trucs. Mais même ça coûte trop cher pour la quantité de vidéos qu'il y a sur TikTok. Donc oui, il se repose principalement sur le signalement. Et bah oui, les gens qui vont regarder ça, c'est pas les gens qui vont signaler en fait. Et spoiler alert, c'est pas en signalant ces contenus que tu vas aider ni les personnes qui les postent, ni les personnes qui les regardent. Tiens, en fait, c'est à chaque fois qu'on parle de trucs un peu illégaux, tu vois, c'est comme quand on parle de drogue, de trucs comme ça, bah en fait, c'est aussi un accès potentiel à la réduction des risques et à la prévention. Il y a toujours des failles dans la modération, il y a toujours des failles dans les contenus, dans ce qui est disponible sur Internet. Et en fait, bah, quand tu veux faire de la prévention contre, c'est pas en les interdisant que tu t'en sortiras, c'est justement en l'utilisant comme support pour éventuellement contacter les personnes directement, pour les accompagner. Il nous restait donc une dernière chose à comprendre. Est-ce que ces contenus, qu'on a trouvés sans aucune difficulté, correspondent à des trajectoires bien réelles? Est-ce qu'ils peuvent, en boucle, aggraver une fragilité déjà là? Pour répondre à cette question, il fallait sortir de l'expérience et parler à quelqu'un qui voit, elle, les conséquences humaines de ces algorithmes. Donc on passe de l'algorithme qui correspond à absolument aucun comportement humain et on passe à des personnes qui s'occupent de la partie la plus vénère et la plus minoritaire des conséquences de ces contenus. Donc on passe d'un extrême à l'autre au final. On ne va jamais parler des adolescentes ordinaires qui ont eu une phase où elles ont reposté des trucs comme ça sur TikTok et après bah, c'est allé mieux dans leur vie, ça a été la fin du lycée et puis elles ont pu sortir un petit peu de leur enfermement chez leurs parents et de leur situation familiale et du coup elles sont améliorées mieux quoi. On va pas parler de ces personnes-là parce que bah, elles font pas partie du jury statistique vu qu'elles sont pas mortes. C'est un peu cynique, je suis désolé. Mais c'est vraiment le cliché de s'intéresser au truc que quand ça va mal quoi. Et c'est exactement ce qui est reproché par les personnes qui postent du contenu suicidaire sur TikTok en mode les gens s'intéressent pas à toi jusqu'à ce que tu aies des scarifications quoi. Tu sais genre c'est vraiment juste... Bref. Les tombes, ça c'est un grand classique. Alors sachez que là je vois une de vos vidéos où c'est une jeune fille qui vomit. Sachez que moi, j'ai une des jeunes filles de mon collectif qui s'est vue proposer de l'argent pour se faire vomir en direct. Alors vous avez aussi des faces caméra, là je vois que vous en avez une, à moitié en train de pleurer. C'est les Sad Girls, où en fait on a un défilé de vidéos de jeunes filles qui pleurent. Ce que j'aime dans l'enquête que vous avez fait, au-delà du fait qu'elle montre bien que la situation ne change pas, et sincèrement, alors qu'on a le double d'âge de ces jeunes-là, c'est pas quelque chose dont on ressort indemne. Pour vous l'avez compris, on avait visiblement les mêmes vidéos. On a également trouvé en commun la corde, les arbres scarifiés, les poupées pendues, une sorte de jeu des 7 familles sordides. On a également demandé à l'avocate si elle avait pu observer la manière dont l'algorithme plongeait les membres des familles qu'elle défend dans la tristesse la plus noire. À mon sens, il tombe souvent sur le mouvement des Sad Girls, ou en tout cas quelque chose d'un petit peu spleen. Voilà, au début, peut-être quelque chose de l'ordre du spleen, pour après ensuite être dans tout ce qui va être les apprentis sorciers de l'automutilation, avec les challenges, etc. sur l'automutilation, telle cicatrice ça compte, s'il y a 4 cicatrices ça compte pas, et pour ensuite être dans les tentatives de suicide, les vidéos qui sont faites, moi j'ai beaucoup ça chez mes jeunes, des vidéos, des photos qui sont faites à l'hôpital, un peu en mode ça y est, j'y suis, etc. Et glamorisation, en tout cas c'est cool de penser au suicide, voilà, c'est cool de penser à la mort, pour là arriver dans les contenus assez trash. Et encore une fois, tu vois, glamorisation, c'est cool de penser à la mort. Bref, non mais en fait voilà, voilà, cette meuf illustre parfaitement pourquoi les adultes n'arriveront jamais à parler à leurs gosses quoi. Lecture audio de lettres de suicide, etc. Un petit peu genre dernière vidéo avant de mettre un à mes jours. Et c'est comme ça que par exemple voilà, Charlize, des jeunes filles du recours qui a mis fin à ses jours, la dernière vidéo qu'elle avait vue c'était la nuit porte conseil, moi elle m'a dit de prendre un tabouret et une corde, et c'est de cette façon précise qu'elle a mis fin à ses jours, voyez. En fait, le combat de l'avocate a commencé avec Marie Letiac, la jeune femme dont je vous parlais en introduction, et qui a mis fin à ses jours en 2021.
Depuis, l'avocate a déposé la première plainte française contre TikTok. Le biais du non-survivant, bah oui. Et tu sais, encore une fois, bah genre, bah, cette meuf qui a mis fin à ses jours, bah, peut-être il aurait fallu une prise en charge avant que. Tu sais, moi, j'aime pas trop le concept d'appel à l'aide. Parce que je trouve que ça renvoie un peu une vision cynique des personnes qui sont vraiment en détresse, etc. Et qui parfois même font une tentative de suicide qui rate, entre guillemets. Et du coup, on dit, ah, c'était juste un appel à l'aide, un petit peu en mode, ah, ça va, c'était pas sérieux, tu vois. Et souvent, j'ai du mal avec ce terme. Mais genre, si on prend le terme dans tout ce qui contient de véritable appel à l'aide de quelqu'un qui veut vraiment de l'aide et qui sait pas comment et qui essaye des moyens détournés, etc., d'avoir de l'attention, etc., bah, peut-être que si cette personne veut de l'attention, c'est qu'il y a un problème à prendre en charge avant, tu vois, genre, je sais pas, oui. Donc, tant que tu meurs pas, t'existes pas. Mais oui, en plus, exactement, Imhotep, mais du coup, ça renforce encore plus les discours qu'il y a sur ce genre de contenu. Tant que tu meurs pas, t'existes pas, puisque de toute façon, même l'avocate à la con qui accompagne les familles de meufs qui se sont suicidées, elle s'intéresse pas à toi si après avoir vu cette vidéo, tu t'es pas pendu. Du coup, ça, c'est exactement le discours des trucs pro-suicide en mode, de toute façon, les gens s'intéresseront à moi que quand je serai morte, tu vois. Genre, ça confirme exactement l'illusion dans laquelle les meufs qui consomment et postent ce genre de contenu s'entretiennent mutuellement. L'automutilation, c'est pas que de l'appel à l'aide, c'est aussi une autorégulation de la douleur psychique. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai on lit beaucoup l'automutilation au sens de l'appel à l'aide, en mode ils font ça pour qu'on le voit et qu'on s'inquiète pour eux. Mais c'est aussi parfois juste quand t'es tellement en dépression et dans des troubles mentaux qui font que t'as même plus de sensations dans ton corps, c'est aussi une façon de te reprocher à ton corps de fond. Le truc le plus horrible que j'ai vu, c'est peut-être pas le plus horrible, mais bon, je tease, c'était le fil Reddit r/depressed où les gens postaient des trucs sur leur mal-être et leurs pensées suicidaires. Et bien en fait, ce thread c'était devenu le vivier pour des gens sur 4chan qui faisaient des paris sur lui. Je pense qu'on peut le pousser à se capoute en s'y mettant à plusieurs, l'enfer sur terre et s'y prenant en target. Oui, de fou. Bah tu vois, genre ça typiquement, tu vois, genre c'est pas. Tu vois, typiquement, le truc de des gens qui vont aussi profiter de ton truc pour encore plus t'enfoncer et faire un pari sur le fait que tu te. Bon, ouais, non, c'est atroce ça. Mais ça, c'est vraiment 4chan. C'est la logique lolco là, de faire des raids sur des gens pour voir à quel point tu peux leur ruiner leur vie. Ouais. Moi, je suis extrêmement choquée de ce que je vois, et encore, je sais que vous avez trié les vidéos que vous m'avez montrées. Ce que vous venez de me montrer prouve qu'ils ne maîtrisent pas les risques systémiques de leur plateforme. Certes, ils ne produisent pas de contenu, mais ils l'hébergent, ils le diffusent, et à ce titre, ils ont une responsabilité. Dès qu'un contenu illicite est signalé, ils le retirent, et je dirais encore heureux. Mais ce n'est pas là le problème. Mais en attendant, les meufs qui ont posté ce contenu et qui sont dépressifs, t'en fais quoi ? À part leur dire d'aller voir l'infirmière scolaire. Et encore, no shade sur les infirmières scolaires, il y en a qui sont très très bien, etc. Bon, il y en a qui s'en battent les couilles. Mais genre, c'est. Qu'est-ce que tu fais concrètement ? À part leur faire voir un psy qui va les prendre pour des connes et des gamines, sachant que les gamines, elles ont parfaitement conscience que le but du psy, c'est de les rendre productifs pour la société. Il y a un truc parfois de genre, en fait, faut pas. Bref. Le problème, c'est leur algorithme, c'est leur mode de fonctionnement. Bon, on aurait pu terminer la vidéo sur les propos de la ministre, mais il y a un dernier compte dont on n'a pas encore parlé. On lui a pas donné de nom affectueux, on ne va pas vous montrer les vidéos. Et je vais peser chacun des mots que je vais vous dire. Ce compte, il était paramétré pour explorer les contenus sexualisants des mineurs sur TikTok. Il a regardé 293 vidéos, et comme pour tous les autres comptes, l'algorithme a suivi. Certaines vidéos étaient générées par IA, montrant des jeunes filles dans des poses suggestives, d'autres étaient réelles, et montraient des silhouettes enfantines au visage flouté. Elles étaient costumées comme des personnages de manga, ou en tenue d'écolière japonaise. D'autres vidéos montraient des jeunes garçons torse nu, avec dans le profil du compte, un numéro vers une messagerie cryptée que nous n'avons pas pu vérifier. Bah là, c'est pas pareil. Tu peux pas comparer la violence sexuelle envers les mineurs de violence auto-infligée par des mineurs. Enfin, c'est, comment dire, évidemment, c'est un sujet sur l'algorithme TikTok, donc je trouve que c'est logique qu'ils finissent sur l'enfer de l'enfer de l'enfer qui sont les contenus pédocriminels. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de violences qui sont faites sur des enfants. C'est pas des gosses dépressifs qui ne savent pas gérer et se départager de leurs émotions et qui veulent quitter cette vie, en fait. Genre, en fait, comme le truc a été... Enfin, encore une fois, tu vois, ok, d'accord, c'est un truc sur l'algorithme TikTok. Je pense qu'il parle Non, mais oui, là, il parle de l'algorithme TikTok, des vidéos problématiques de manière générale, etc. Mais du coup, le problème, c'est que tu ressors... En fait, le problème de ce genre de vidéo, t'es un parent, tu regardes cette vidéo, tu vois que ton gosse a TikTok sur son téléphone, tu t'imagines tous les trucs les pires au monde de oh là là, ma fille va se suicider et tomber dans des trucs de trucs pornographiques, quoi. Genre, en fait, ça crée en fait un mélange complet de ces paniques-là. Et en fait, au lieu de justement traiter la question du suicide des jeunes avec une part, en effet, pour les réseaux sociaux, les dangers qu'il peut y avoir à chercher de l'auto-validation par les pairs, comment est-ce qu'on peut aider, accompagner, etc. C'est un sujet entier. Mais en fait, là, on nous a fait je sais pas combien de minutes sur la question du suicide et on mélange ça tout de suite avec ça. Donc, ça fait que si tu parles de phénomènes sociaux à enrayer, donc la dépression des jeunes, les problèmes de santé mentale, la pédocriminalité, le masculinisme, etc., tu les traites en tant que tels et avec le sérieux qui leur incombe, pas en disant regardez, l'algorithme TikTok va faire que votre gosse va se retrouver dans des trucs pédocriminels, tu vois. L'algorithme, il a également poussé des contenus familiaux. Des vidéos de parents avec leur bébé, des enfants qui dansent ou qui se touchent, une fillette en couche-culotte souriant dans un aéroport.
un adulte qui berce une petite fille sur un canapé. Et ça, encore une fois, c'est un autre truc. C'est des adultes qui postent leurs enfants sur les réseaux sociaux en sachant pertinemment qu'ils regardent ça. C'est tout un truc. Il y a plein de chaînes, YouTube de parents qui postent leurs enfants au parc aquatique, etc. Il y a quelques vidéos YouTube qui avaient dénoncé ça, etc. Et ça, c'est la responsabilité des parents, tu vois. Par exemple, c'est pas l'algorithme TikTok, etc. Ok, d'accord, c'est illégal, il faut signaler. Et encore une fois, à chaque fois, ça tombe un petit peu dans les failles de la modération parce qu'en fait, vous comprenez, c'est pas explicitement du contenu sexuel, même si des gens se paluchent dessus, etc. et que les parents savent très bien ce qu'ils font. Mais encore une fois, c'est encore un autre problème, là, pour le coup, qui implique la responsabilité de parents, tu vois. Genre, tu sais, on parle de 3 sujets tellement différents dans cette vidéo que, à part soulever une panique morale spécifiquement sur TikTok, parce que aussi, on va en parler de la panique morale sur TikTok, parce qu'encore une fois, Instagram, c'est pareil. Facebook, c'est pareil. Tous les réseaux sociaux fonctionnent de façon assez similaire et pas forcément avec des algorithmes de recommandation aussi poussés que TikTok. Mais du coup, ça va pointer du doigt un seul réseau social comme l'origine du mal. Et ça, c'est vraiment un... Voilà, quoi. Contacté par nos soins, TikTok a indiqué avoir supprimé les contenus signalés et banni définitivement plusieurs comptes. La plateforme affirme également supprimer 99,1% des contenus enfreignant ses règles de manière proactive et 93,4% dans les 24 heures. TikTok affirme par ailleurs que son algorithme est conçu pour diversifier les recommandations et interrompre les schémas répétitifs. On a commencé cette vidéo avec une question. Qu'est-ce qu'un algorithme est capable de vous montrer quand vous ne faites que scroller? Et ben on a la réponse. De la cuisine, du maquillage, des chats, des théories complotistes. Et en plus, le problème, c'est que si tu attaques TikTok via l'algorithme, ils vont dire non, mais on a prévu des trucs, ou si tu es dans une bulle, TikTok te propose autre chose pour t'aider à sortir de cette bulle, etc. Et bah oui, parce qu'évidemment, ce que tu peux simuler avec un algorithme, c'est pas pareil que ce que tu vas simuler sur un humain. Que peut-être qu'une raison pour laquelle un être humain, même si on lui propose des trucs pour sortir de sa bulle de filtre, va rester dedans, c'est parce qu'il y trouve un intérêt, il y trouve un. Tu sais, genre, il y a un truc de. Encore une fois, c'est l'absence du facteur humain et donc du facteur environnemental fait que, bah, bien évidemment, que TikTok va se cacher derrière le fait que son algorithme, ne vous inquiétez pas, ils ont prévu des trucs pour ça. Parce qu'en fait, bah, encore une fois, parce que l'algorithme n'est pas tout puissant sur les comportements humains. Du masculinisme, des corps décharnés, des rasoirs, des nœuds coulants et des enfants. Tout ça avec le même mécanisme, avec le même robot et sur la même plateforme. Enfin, le même robot, oui, ok, c'est une IA à qui t'a dit d'aller chercher tel type de contenu. Hein, genre, parce que là, désolé, mais sur sa phrase, t'as l'impression que n'importe qui ouvre TikTok va se retrouver avec des contenus avec des nœuds coulants et des incitations au suicide. Genre, enfin, tu vois, encore une fois, là, on rentre presque dans l'irresponsabilité, tu vois. C'est que, bah non, le même robot, non, puisque tu l'as codé pour faire des trucs différents. Et encore une fois, c'est un robot. Alors peut-être que maintenant que vous savez ça, vous pouvez vous demander ce que regardent vos proches. Et demandez-vous aussi ce que votre algorithme, il a compris de vous. Ah bah génial. Demandez-vous ce que regardent vos proches, censurez vos gosses. Super. Attends, parce que du coup, les parents, ils ont fini la vidéo sur les contenus pédopornographiques avec la musique angoissante. T'inquiète même pas qu'ils vont encore... Ils vont aller commencer à fliquer leurs gosses et ils vont pas comprendre pourquoi leurs gosses veulent plus leur parler, quoi. Là, on rentre dans de l'irresponsabilité. Présenter les situations les plus extrêmes et dire simplement, intéressez-vous à ce que regardent vos proches. Mais tu crois que les parents, ils vont réagir comment, en fait? Désolé, on n'est pas des IA, hein. On va réagir comme des humains, en fait. Ils vont s'inquiéter, ils vont avoir peur que leur gosse meure, parce que c'est ce que font les parents. Ils s'inquiètent pour leur gosse. Mais ils le font de façon maladroite, ils le font souvent avec autorité, ils le feront par de la censure, et ils le feront avec de la façon la plus maladroite possible, sans essayer de comprendre leur gosse, en se disant que de toute façon c'est la faute de TikTok, en essayant de désinstaller TikTok ou je sais pas quoi, etc. Voilà. Et du coup, ils vont pas comprendre pourquoi leur gosse aura fugué 3 mois plus tard, quoi. Après, la régulation des écrans chez les gosses, c'est une vraie question, mais la confusion, c'est du... Mais en fait, je suis d'accord. Une vraie question sur la régulation des écrans, sur, encore une fois, sur l'éducation des enfants aux écrans. Oui, les écrans sont là, les réseaux sociaux vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est donner un maximum d'outils aux gosses pour avoir conscience de ces trucs-là, etc. Genre, par exemple, tout ce qu'il a expliqué sur l'algorithme, je sais pas comment c'est les cours d'éducation, comment c'est les trucs de prévention, etc. Mais enseigner ça aux gosses, tu vois. Genre, par exemple, leur expliquer comment ça fonctionne, etc. Leur permettre de décortiquer et d'avoir des outils pour pas se faire avoir, ou etc. Ou même, enfin, je sais pas. Le côté catastrophiste de la vidéo en désamorce la possibilité éducative. À la fois pour les gosses et à la fois pour les parents. Aligné sur la lubie de Macron qui veut légiférer sur l'accès au réseau. Bah oui, j'ai envie d'être cynique, hein, parce que je sais que j'imagine que le journaliste, il a toutes les bonnes volontés du monde. J'imagine que cette avocate a toutes les bonnes volontés du monde. J'ai l'impression, quand je regarde cette vidéo, avec mon cynisme, et Dieu sait que je suis cynique, hein, je veux dire, j'ai été élevé par Internet. Bon, spoiler alert, les gosses aussi, ils le sont, bref. Mais avec mon cynisme, j'en ressors avec le sentiment que la question de la souffrance des jeunes, de la dépression, de l'anorexie chez les jeunes filles, etc., n'a été utilisée que pour vendre une panique morale, et au final, qui s'en battent les couilles de la souffrance des jeunes, tu vois. Genre en mode, c'est utile que pour vendre des paniques morales et des inquiétudes sur TikTok, mais pas pour se poser la question de comment on attaque le truc à la racine. Et ça, c'est, encore une fois, c'est vraiment mon cynisme qui parle. Et après, encore une fois, je suis sûr qu'il y a eu toute la bonne foi du monde, que le journaliste dira non, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'algorithme, parce que c'est un sujet important, etc. Ok, mais ce que tu as utilisé en toile de fond, tu peux pas traiter ça comme ça. Globalement, après avoir vu ça, les darons vont juste interdire TikTok à leurs gosses au lieu de leur demander comment ils vont. Bah oui. Alors non, après, peut-être qu'il y aura des darons qui vont leur demander comment ils vont, tu vois, j'en sais rien. Je veux pas préjuger.
encore une fois, on n'est pas des algorithmes, il y en a peut-être qui vont correctement réagir. Mais je pense en effet que la réaction principale, ça va être de s'attaquer à TikTok plutôt que de poser des questions sur les violences qu'a subi son enfant. Ou... Bon, après, quand c'est pas le daron qui violente son enfant lui-même, quoi. Enfin voilà, pardon, désolé, je voulais pas finir en cynisme comme ça, mais voilà. Oui, alors qu'encore une fois, qui s'attaque aux parents sur Facebook? Bordel, vous voulez parler des désinformations? Les parents sur Facebook, parlons-en s'il vous plaît, bordel. Quand est-ce qu'on fera un sujet sur l'algorithme Facebook? D'autant que ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que TikTok en ce moment, c'est voilà, tout le monde en parle, etc. C'est TikTok, c'est le réseau social des jeunes, etc. Mais en fait, c'est pas parce que Facebook, plus personne n'y est, que ça n'a pas d'implication sur le réel. Genre, je pense que genre vraiment, OMG, faites-nous des sujets journalistiques sur des trucs où il y a des darons qui sont enfermés dans des bulles de filtre sur Facebook et personne n'a accès à ça. Personne n'a accès à la moindre information là-dessus. Bref.